Merci en tout cas de votre présence aussi nombreux pour cette session. Nous allons donc parler IA et son impact sur la data pour les éditeurs de presse, en essayant de brosser ce très vaste sujet du mieux qu'on peut. Pour cette session, nous avons Alexandre Cataneo, qui est directeur général de l'agence de communication et marketing digital NGA, New Generation Agency. Merci Enchanté, beaucoup. bonjour à tous. Merci. Frédéric Gondolo, qui est le directeur commercial et relations clients du groupe Les Échos Le Parisien. Marc Ispa, partenaire chez Bearing Point, cabinet de conseil indépendant et international. Soline Aubry, qui est partenaire chez Equimetrix, fournisseur de solutions technologiques et IA en particulier. Et Isabelle Allium, directrice retail et réseau pour Unique Héritage Média. Merci à tous et toutes de votre participation. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alexandre Cataneo, quand on parle d'IA, on parle en fait d'une technologie ancienne qui existe en réalité depuis longtemps, mais qui a connu une explosion ces dernières années, et en particulier pour les éditeurs de presse. Parfaitement, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça fonctionne? J'entends beaucoup d'écho, mais ravi de participer à cette table ronde. Et effectivement, l'IA en tant que telle, c'est une discipline qui n'est pas toute jeune. C'est une discipline qui est exercée depuis les années 50 au bas mot. On a connu depuis des périodes d'euphorie et de ralentissement et ainsi de suite, j'ai envie de dire. Ce que l'on constate effectivement aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs pour cet intérêt nouveau autour de l'IA, et j'allais dire plus mainstream finalement. Plusieurs facteurs. La première chose, c'est que toutes les conditions, je dirais, aujourd'hui sont réunies. Premièrement, il nous faut de la donnée. La disponibilité de la donnée, notamment sur Internet, est disponible. La deuxième chose, c'est la baisse des coûts liés aux puissances de calcul. À titre d'exemple, dans votre iPhone, vous avez la puissance de calcul de la mère américaine des années 80. C'est en fait ces bases de données, ces données disponibles et la puissance en tout cas les coûts et la puissance de calcul qui rendent accessible et possible finalement aujourd'hui ces théories, ces techniques, ces technologies, cette approche-là finalement. Deuxième facteur, si j'ose dire, qui ont conduit à cette évolution majeure de l'IA, c'est l'ARD et les progrès technologiques en termes de deep learning, dont l'IA générative fait évidemment partie, encore une fois dans cette logique de réseau neuronal qui ne date pas d'hier. Et ensuite, je dirais, le troisième facteur, s'il en est, c'est ChatGPT. En réalité, ça... l'application la plus utilisée, la plus diffusée en termes d'IA au monde, évidemment, ça a eu plusieurs impacts, mais le fait que effectivement le grand public se soit approprié finalement cette thématique de l'IA et que les gens aient pu concrétiser les opportunités en fait de l'IA, ça a été véritablement un changement de paradigme, je crois, et effectivement un enthousiasme du grand public depuis 2 ans autour de ces thématiques-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, très bien, ce que l'on peut dire, il y a plusieurs choses, mais effectivement, l'IA en termes de personnalisation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, en termes de prédiction des ventes, je crois que c'est ce dont vous allez parler avec les réglages, et je vous laisserai effectivement parler de ça. La logique de créer de la valeur finalement, dans tous les process métiers, que ça soit effectivement de... optimiser des processus métiers ou quoi que ce soit d'ailleurs, quelle que soit la valeur qui souhaite être créée in fine par le métier, on peut répondre à cette thématique-là, comme n'importe quel, je dirais, avant l'IA, modèle mathématique et statistique qui nous permettait déjà de le faire, et aujourd'hui encore plus avec l'IA ou de manière complémentaire avec l'IA. L'IA finalement c'est qu'une technique en plus au service de la réponse à un besoin métier, d'un objectif. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant que je perde le fil? Pour finir, effectivement, oui, donc des enjeux de personnalisation, des enjeux d'optimisation, on a parlé de processus. Donc c'est une technique très utile, encore faut-il avoir des données en nombre et en qualité. Et ça, c'est le cœur sujet, parce que finalement, nous, ce qu'on observe, c'est qu'une des difficultés est souvent l'accessibilité de ces données. Et pourquoi? Pour cause, parce qu'en fait, les systèmes d'information, les outils et les données n'ont pas été structurés ou pensés pour ce faire. Pour quelles raisons? Pour des raisons triviales. C'est qu'en fait, on a demandé au DSI de produire à faible coût des applicatifs, on n'a pas voulu héberger la donnée, etc., etc. Donc pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, c'est là où le bas blesse,
c'est qu'en fait, on ne peut pas apporter de la valeur, on ne peut pas produire des modèles d'IA et autres si la donnée n'est pas qualitative et elle n'est pas effectivement en volume. Donc ça, c'est un des cœurs sujets qui reste toujours de circonstances. Alors effectivement, ce qui est une game changer pour changer, et ce qui permet cette personnalisation de contenu avec l'IA, avec l'IAGN, et pareil en termes de prédiction des ventes, ou encore une fois, quel que soit le besoin métier, c'est véritablement la capacité à pouvoir rendre accessible cette donnée pour en faire un usage IA et autres. Donc voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Merci beaucoup. Preuve que ce sujet est en fait relativement ancien et que les éditeurs de presse s'en sont emparés, n'ont pas attendu l'année dernière pour s'en emparer. On a deux exemples, plusieurs, mais avec nous en tout cas, deux exemples bien concrets d'un cas dans lequel l'intelligence artificielle est venue soutenir les business models des éditeurs de presse et dont ils se sont emparés tôt. Je pense au cas concret de l'aide au réglage et de la vente au numéro, pour laquelle Equimetrix avait commencé à travailler dès 2017 et Bearing Point avec sa solution Nitro dès 2019. Soline, peut-être, ou Isabelle, est-ce que vous voulez nous expliquer comment, dès 2017, vous avez identifié un besoin et vous vous êtes dit que la solution pouvait être apportée par l'IA? Tout à fait. Donc en 2017, Emmanuel Mounier, qui est président d'Unique Héritage Média, a challengé plusieurs entreprises pour imaginer un modèle mathématique qui nous aiderait à régler l'ensemble de notre portefeuille. On entend par réglage, c'est d'attribuer la bonne quantité d'exemplaires dans chacun des points de vente en France. On le faisait à l'époque avec des méthodes, on va dire, plus classiques. On regardait l'historique, les tendances, et puis on appliquait des règles métiers qui nous permettaient d'attribuer ce qu'on pensait être le mieux, le meilleur fourni, au bon endroit pour espérer vendre. Il y avait beaucoup de chiffres, beaucoup d'historiques, et donc Emmanuel Mounier, polytechnicien qui aime les chiffres et les mathématiques, a dit qu'il devait y avoir la possibilité de faire travailler des modèles mathématiques, un algorithme de l'IA pour essayer de calculer, de prédire, on va dire, des ventes futures avec un certain nombre de critères, que ce soit des critères produits, le plus produit qu'on mettait avec la publication jeunesse, le type de point de vente qui vendait le produit, la période de l'année à laquelle se vendait le produit. Et tout ça faisait qu'il y avait énormément de critères que l'œil humain ou le meilleur des régleurs ne pouvait pas forcément prendre en compte. Et a rencontré donc Equimetrix qui nous a proposé un modèle qui prendrait en compte l'ensemble des critères qu'on avait définis. Alexandre, vous parliez de la qualité de la qualification de la donnée. C'est ce qu'on a fait, ça a pris du temps, c'était de qualifier l'ensemble des parutions pour récupérer le plus d'infos possible pour que le modèle puisse calculer des choses intelligentes et pas artificiellement. Une fois que ça a été fait, on a eu un objectif, nous, qui était de dire on a des produits qui coûtent cher à faire, parce que beaucoup de pages, un Picsou Magazine, c'est presque 300 pages, donc forcément le papier coûte cher, a coûté de plus en plus cher en plus, donc on était ravis d'avoir mis en place cette solution en 2017. Les plus produits coûtent cher, les invendus en vente au numéro coûtent cher, contrairement à l'abonnement où on fabrique ce qu'on vend. Alors, à la vente au numéro, on diffuse et on vend pas tout ce qu'on place. Et tout ça nous a permis de trouver un modèle algo qui nous a calculé pour chaque point de vente le fourni optimal en prédisant la vente à venir en fonction de l'ensemble de ces critères. Et ça, très concrètement, quand on a mis ça en place, alors 2017, ça a été la mise en œuvre, 2018, on a fait les réglages comme ça, et là, on a gagné très rapidement 6 points de taux de vente. On a gagné très rapidement une baisse de la fourniture de l'ordre de 25% des exemplaires et une rentabilité qui s'est vue progresser de presque 10 points. Donc l'équation a été vite
on va dire, positive. Ces modèles-là, ils évoluent tout le temps. On est en permanence à la recherche à la fois de l'auto-apprentissage, mais ça, Soline, tu parleras mieux que moi. Mais en plus, on remet en cause l'outil, on le réalimente de nouveaux critères, le réseau de vente bouge. Donc tout ça, ça nous permet de répondre à un objectif qui était l'objectif de la presse magazine enfant, en tout cas chez nous, qui coûtait cher à fabriquer. Et donc, on voulait optimiser notre fourniture à la recherche d'une balance CA-rentabilité. Voilà. Merci. Soline, quel retour justement vous avez maintenant d'expérience et comment aussi est-ce que vous faites évoluer justement l'outil après peut-être les bénéfices sur les toutes premières années qui peuvent sembler les plus significatifs? Comment est-ce qu'on continue à accompagner? Ouais, c'est hyper intéressant et donc je vais rebondir sur ce que Isabelle disait. En fait, au-delà de la solution, on les accompagne aussi au quotidien à travers des points mensuels et trimestriels où on revoit ensemble la performance et on essaye d'expliquer finalement les écarts aux prédictions ou alors des sous-perfs ou des sur-perfs pour ensuite pouvoir prendre des décisions stratégiques qui permettent de reguider justement la mise à jour du modèle. Donc, peut-être à préciser, c'est que cet outil, il optimise à la fois sur le CA et sur le profit, ce qui fait qu'il y a toujours cette balance CA-profit finalement sur laquelle il faut qu'on se pose. Et c'est Emmanuel qui nous dit, là, on va aller sur une stratégie CA et là, on va aller sur une stratégie profit. Et donc, nous, on adapte la solution avec cette direction stratégique que nous donne Emmanuel. Et en plus de ça, le marché bouge énormément. Donc ça, on l'a vu. Typiquement, les coûts du papier ont beaucoup augmenté l'année dernière, donc plus de 50% en tout cas sur certains papiers, énorme. Donc prenant en compte en fait les coûts de fabrication dans la solution, puisqu'on est capable de recalculer le profit, ça nous a permis d'ajuster encore une fois les réglages pour nous assurer qu'on restait sur un profit équivalent. Donc, un papier qui a augmenté de 50%, finalement, on a perdu cette année-là que 4% de profit. Et donc, on est arrivé à maintenir finalement la profitabilité de l'entreprise. Donc ça, c'était une première victoire. Et au-delà de ça, au-delà de cette solution même dont on parle, je pense que ce qui est important, et je rebondis sur ce qu'Alexandre disait tout à l'heure, c'est la construction d'un asset data pour l'entreprise. C'est-à-dire que cet asset, maintenant, il permet de développer de nouveaux cas d'usage. On les a accompagnés, par exemple, sur la prédiction des ventes en cours, pour justement les aider dans leur processus budgétaire de chaque fin de mois. Voilà, on a d'autres sujets, on fait de l'optimisation aussi des CMV grâce à cette solution. Donc il y a plein de cas d'usage qui dérivent. Et puis de façon plus globale pour l'entreprise, il y a un changement de mindset qui s'est opéré, de transformation, et qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de sujets en dehors de cette business unit-là, de la vente au numéro, beaucoup plus de sujets qui finalement sont drivés par la donnée. La prospection des écoles, par exemple, où on a aussi travaillé avec la business unit des abonnés. Voilà, donc on sent que le changement de mindset s'est opéré et que maintenant, la plupart des métiers sont plus en demande par rapport à il y a 7 ans de prise de décision supportée par la donnée. Merci. Voilà. Marc, à Bearing Point, c'est donc depuis 2019 que vous travaillez sur la solution Nitro. Et là aussi, alors vous la proposez à plusieurs éditeurs, initialement tournée vers la presse quotidienne et les enjeux de la presse quotidienne, donc sa réactivité, là aussi en termes de data, pour le coup des historiques de vente massifs et extrêmement réactifs, puisqu'au jour le jour, peut-être encore plus qu'en presse magazine, plusieurs clients, dont le groupe Les Échos, Le Parisien, qui a co-construit, là aussi en termes de données, la solution avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette construction et de votre retour d'expérience? Alors, avec plaisir. Alors, peut-être que je te laisserai élaborer sur le cas particulier du Parisien. Effectivement, on s'est lancé dans l'aventure en 2019. Alors, à partir d'un gentleman agreement où on s'était dit, puisqu'Equimetrix est parti déjà sur la partie magazine, et plutôt en réaction au marché qui, en particulier auprès des quotidiens, nous avait sollicité pour essayer de voir justement comment on pouvait essayer d'optimiser ce processus-là, sachant qu'effectivement, on pouvait observer en termes de performance des taux d'invendus, des taux de rupture qui pouvaient être un peu en deçà des attentes. Et donc à partir de là,
sur des quotidiens qui produisent énormément de données, encore plus de données que sur un magazine, où on arrive à avoir une information très granulaire. Ça rejoint le point que vous citiez, effectivement, où l'enjeu clé est malgré tout de disposer de l'information avec à la fois une granularité qui soit suffisante et une profondeur d'historique qui va permettre au modèle de pouvoir s'entraîner, détecter un ensemble de patterns et être capable de se projeter avec le plus de sérénité possible dans un avenir proche. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire au tout début avec des acteurs plutôt des acteurs de presse quotidienne nationale, avec l'équipe notamment. Très rapidement, on a pu enchaîner avec le groupe Le Parisien Les Échos, avec le titre Le Figaro et ses différentes parutions hebdo. Et puis on s'est aussi progressivement étendu à la presse quotidienne régionale, pour le coup, qui a aussi un ensemble de particularités, au-delà d'avoir un réseau très dense, de gérer un ensemble d'éditions, et sur des portefeuilles qui sont très éclatés, avec parfois des assiettes qui peuvent être très très limitées. Je pense à des titres qui ont 150 points de vente, par exemple, et sur lesquels se posent de nouveaux enjeux en termes de capacité à s'entraîner, à modéliser, à soumettre à un algorithme finalement suffisamment de signal pour pouvoir se projeter et donner finalement une estimation qui puisse être opérationnelle pour un opérateur. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, qu'on a, dans un premier temps, évidemment, un peu comme toujours, dès qu'on parle d'IA, de data, on ne peut pas se lancer directement en production, donc on prend de la donnée, on la qualifie, on l'évalue, on l'enrichit, on la nettoie, on essaye de voir comment on va pouvoir automatiser, mettre en place ce qu'on appelle un pipeline qui va permettre sereinement au quotidien de récupérer l'ensemble des sources, de pouvoir agréger tout ça, de pouvoir préparer finalement la donnée brute nécessaire à ce qu'on puisse derrière lancer finalement l'étape de réglage, de prévision. Et puis, dès qu'on a pu avoir l'aval des opérationnels qui ont considéré que c'était suffisamment robuste, la robustesse, c'est pas juste d'être capable de dire je produis un réglage, ça a marché dans 50% des cas. Il faut que ça soit suffisamment représentatif, suffisamment solide sur l'assiette de distribution, et puis que ça se casse pas la gueule au bout de 3 jours. Donc, qu'on soit capable de mesurer que sur une longue période, on arrive, et sur l'essentiel des points de vente du réseau, donc on soit capable de se prononcer avec une estimation qui soit opérationnelle et valable. Donc c'est ce qu'on a mis en place. Peut-être que je peux te laisser élaborer sur le cas particulier du Parisien. Oui, bon, bonjour à tous. Donc je vais vous donner des chiffres. Évidemment, nous on a démarré en phase de recette avec Bearing Point et la solution Nitro en 2019. Évidemment qu'on avait ces souhaits d'optimisation du taux de rupture, du taux d'invendu. Je ne détaille pas parce que c'est globalement le but recherché un peu par tous. Mais surtout, il y a 2 choses. C'est qu'à la fois, il fallait lutter contre le fantasme. Le fantasme, c'était aussi, il faut se dire les choses très clairement en se disant est-ce que l'IA va remplacer l'humain ? Donc dit autrement, est-ce qu'on va faire des économies en termes de TP ? Il faut se dire les choses factuellement. Ce qu'on a observé depuis 5 ans, c'est que la solution, on l'a co-construite, il faut en permanence, souvent on entend ce terme d'entraînement, donc il faut en permanence un humain qui va entraîner, corriger la machine. Souvent je fais une analogie avec, vous êtes dans un avion, et vous êtes dans le cockpit, et le pilotage automatique. En gros, le pilotage automatique, dans 80% des situations, ça fonctionne. Mais vous allez avoir des phénomènes où à un moment donné, il faut impérativement corriger l'assiette de l'avion comme l'assiette du parc point de vente en l'occurrence, pour toujours répondre à des anomalies qui vont se produire et éviter que la machine se nourrisse d'erreurs. Puisque par définition, cette IA se nourrit du passé. Très difficile pour elle de pouvoir prédire l'avenir sans avoir ces correctifs. Aujourd'hui, la solution, on va se dire qu'elle répond entre 65 et 80% des situations. On sait que la base de prévision qui va être fixée, elle est respectée. Donc globalement, c'est respecté aux 3/4. Donc c'est un taux qui est très important. Donc ça nous a permis de gagner du temps, de gagner de la productivité. Est-ce qu'on a économisé des effectifs pour autant ? La réponse est non, parce que ça nous a permis d'aller faire autre chose, d'aller chercher du ROI ailleurs. Donc ce ROI, on l'a cherché de 2 manières. La première, c'est que ça a permis aussi à des chefs de produits de faire autre chose, donc de les faire monter aussi en compétences, notamment sur le travail d'analyse. Alors là, vous me direz, le ROI, on a du mal à le voir. En revanche, il y a quelque chose qui est très factuel, sur lequel on a été chercher du ROI tout de suite, c'est des titres extérieurs. C'est-à-dire qu'on a vendu notre savoir-faire à des titres extérieurs pour lesquels nous avons proposé. Donc le temps dégagé
grâce à l'IA, grâce à la solution Nitro, la productivité nous a permis d'aller chercher des titres extérieurs. Est-ce que vous avez également, là encore, des chiffres ou un retour en termes de réduction du taux d'invendus? Là aussi, je suppose que c'était peut-être plus significatif les toutes premières années, Et voilà. et que maintenant, la granularité étant telle, ça se perçoit un peu moins. Vous l'avez dit, voilà, il y a la réponse dans votre question, c'est que comme ça fait 5 ans, aujourd'hui c'est très dur de se dire, on voyait, c'était très net au démarrage, aujourd'hui c'est ce que je peux dire, et Isabelle nous confirmerait peut-être, mais c'est globalement, on sait qu'on a une très bonne maîtrise des deux indicateurs. Après, de se dire, est-ce que c'est mieux ou moins bien versus N-1, ça dépend de ce qui a été dit tout à l'heure, des stratégies, parce que selon les titres, évidemment, on ne va pas pousser de la même manière en fonction du taux d'invendu ou du taux de rupture. Peut-être que j'ai un petit commentaire sur cette question-là qui est intéressant, et ce ne sont pas des chiffres qui sont confidentiels, puisque je me souviens ici même, l'équipe avait fait une petite présentation sur ce thème-là, il y a maintenant 3 ans. En termes de métriques, très concrètement, si on prend le titre l'équipe, après la mise en place, 1 mois après, ils observaient 5 points et demi de réduction directe sur les invendus. Du contenu de la diffusion, c'était très significatif. Puis on s'était rendu compte qu'au bout d'un certain temps, au bout d'1 an et demi, 2 ans, finalement on a ce taux qui remonte. Et donc ça peut créer une gêne ou d'inconfort. On se demande, tiens, la machine se dérègle, ça marche moins bien, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que c'est l'opérateur qui ne suit plus la machine? Est-ce que c'est elle-même qui se dérègle, qui est mal configurée? Et en fait, il y avait un autre paramètre qu'il fallait prendre en compte, c'est que ce qu'on va mesurer globalement, qui est un taux d'invendu, lui-même dépend finalement de la structure du réseau et du mix finalement en termes de dimensionnement des points de vente. Et dit autrement, si à un instant T, vous avez beaucoup de points de vente qui vendent en moyenne 20-30 exemplaires, mais au cours du temps, évidemment, la diffusion baisse. Si l'assiette reste à peu près la même, la vente moyenne par point de vente elle-même baisse. Et dès que vous avez une vente moyenne par point de vente qui baisse, votre taux d'invendu, il a tendance à monter. Et donc, on mesure d'un côté, par tranche de vente, on s'assure qu'on est toujours bon, qu'on est toujours meilleur qu'avant. Donc, si je vends entre 5 et 10, je m'assure que j'ai un taux d'invendu qui va rester meilleur qu'avant. Quand on parle d'ailleurs de taux d'invendu dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est chaque fois à mettre au regard du taux de rupture. Je peux très facilement avoir un taux d'invendu à 0. Il suffit de mettre un exemplaire partout. Et je suis à peu près sûr d'avoir un taux d'invendu très bas. Donc, le taux d'invendu, il est toujours à mettre en regard d'un taux de rupture qui reste une contrainte finalement qui doit être prise en compte. Et donc, on va s'assurer que pour chacune des tranches, on arrive à avoir une performance qui soit toujours indiscutable. Et puis malgré tout, si au cours du temps, j'ai de plus en plus de points de vente qui vendent entre 0 et 2 exemplaires, forcément pour ces points de vente-là, je ne peux pas viser 10-20% de taux d'invendu. Donc je vais avoir un mix au global, une moyenne pondérée qui va faire que mon taux d'invendu va monter. Et pour autant, ça ne veut pas dire que je travaille moins bien, ça ne veut pas dire que sans la solution, je pourrais faire mieux. Elle reste un outil précieux et peut-être d'autant plus précieux quand ça devient de plus en plus compliqué et que vous avez un réseau qui lui-même se contracte, des ventes qui deviennent un peu plus délicates à aller chercher. Et c'est là où il faut demander à une machine de vous supporter et d'aller détecter quasiment en temps réel, en tout cas au quotidien, là où sont les potentiels, là où il faut essayer de prendre des paris et essayer de mettre un peu de papier. Et ces paris-là, bon, on peut les faire toujours à la main, ça c'est pas le sujet, mais vu le dimensionnement des réseaux de distribution, s'appuyer sur une machine qui va elle-même manipuler les données, c'est en général un support précieux. Et pour compléter, c'est vrai qu'on a, tu parlais de taux de rupture, l'outil nous a aidé aussi à calculer le taux de rupture ou la rupture si elle était optimale ou précoce en fait. Donc en fonction de ce calcul de rupture optimale ou précoce, on arrive rapidement à réinjecter des exemplaires sur le réglage suivant, versus le diminuer ou de le laisser tel que quand la rupture est optimale. Donc c'était en fonction de la durée de vente qui restait, et tout ça, et bien évidemment, l'humain ne peut pas le faire, et c'est en ça que l'IA vient nous apporter des solutions ultra performantes. Et pareil, ce que tu disais sur le taux d'invendu, on voit effectivement les effets très rapidement sur les premières mises en place. On s'aperçoit aussi que la visibilité du produit est capitale. C'est-à-dire que nous, dans notre famille de titres, on pourrait
mettre encore moins de fournis, mais à un moment donné, on va se retrouver avec pas vu, pas vendu. Ça, c'est évident. Donc quand on arrive sur des petits services, sur un certain nombre de titres qui ont des petites diffusions, c'est sûr, quand c'est du Picsou, de par la taille du produit, déjà, on en met 3, il y a une pile. Hein. Mais quand on est sur un titre avec une diffusion moins élevée, si on commence à mettre 1, 2 exemplaires, clairement, la vente, elle va baisser d'elle-même parce qu'en fait, le produit, il va devenir invisible dans le linéaire. Donc, on est aussi obligé, et c'est ça où l'outil ne fait pas forcément l'effort, ou en tout cas que l'humain doit intervenir, parce que si on laisse faire l'outil, il va effectivement toujours vouloir aller chercher le fourni optimal, mais qui, quelquefois, n'est pas du tout un fourni commercial. Donc ça, c'est important de garder de l'humain. Isabelle, je crois, tout comme Frédéric parlait des gains de productivité qui avaient pu être du coup redéployés sur l'humain, sur d'autres choses, je crois que chez Unique Héritage aussi, l'outil a permis des gains de productivité qui, par exemple, ont permis le maintien de certains titres versus d'autres. Enfin, certains gains de productivité ont permis de réfléchir au maintien du portefeuille, je crois, alors que des questions de viabilité de certains titres se posaient. Alors oui, tout à fait. Donc quand on utilise ce type d'outil, ça nous permet d'aller rechercher un fourni qui nous permet de maintenir un titre jusqu'à la rentabilité de ce titre-là. Mais ça nous permet aussi de décider parfois de retirer un titre de la vente au numéro et plutôt de concentrer les efforts sur les abonnements. En fonction de ça, aujourd'hui, nous, le service des ventes, c'est 2 personnes, plus Athénia, qui est l'outil qu'on utilise au quotidien. Et on a à peu près 320 parutions par an. Donc, on était 2 avec un prestataire de service avant. On est toujours 2, mais avec un outil IA. Et le temps qu'on a dégagé à faire le réglage, ça nous sert à aller faire de l'analyse, comme Frédéric le disait, ou à téléphoner à des points de vente quand on est sur des phases d'assortiment ou de plafonnement, ou d'appeler des dépositaires pour échanger avec eux sur une stratégie commerciale, une promotion qu'on pourrait mettre en place. Donc oui, le temps gagné est un temps réinvesti sur d'autres choses, c'est sûr. Je vais faire juste un dernier commentaire pour rebondir sur ce que Frédéric disait tout à l'heure. Je pense que c'est important aussi de casser le fantasme de la machine qui remplace l'homme. Parce que justement, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on déplace la charge de travail sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et Athénia ne peut pas se passer de l'humain parce que dans les données d'input, en fait, il y a l'intelligence métier qu'on fait rentrer. C'est-à-dire qu'avant chaque réglage, le métier va rentrer un certain nombre de paramètres et qui vient de sa compréhension du marché, sa compréhension de la concurrence, sa connaissance du plus produit. Il va rentrer un certain nombre de paramètres qui vont en fait guider le réglage. Donc finalement, l'humain, dans Athénia, intervient au tout début du processus de réglage et à la toute fin, puisqu'on fournit 3 réglages différents, selon des stratégies business différentes, des stratégies profit, des stratégies CA et des stratégies de conquête. Et encore une fois, c'est l'humain qui choisit en bout de chaîne, finalement, le réglage qu'il veut prendre en fonction de la stratégie du moment pour le titre. Voilà. Vous l'avez tous dit, il y a maintenant, du coup, dans les groupes, un asset, data, des process qui ont évolué, des équipes qui ont pris le pli. L'étape d'après, c'est quoi? Une fois qu'on a optimisé et bien travaillé sur les réglages depuis un certain temps, que c'est validé, éprouvé, qu'on a des retours et qu'on est sorti du fantasme, les prochaines applications, qu'est-ce que c'est, Frédéric, peut-être vers quel domaine on va? Moi, je vais vous parler de la relation client, notamment pour... ça aujourd'hui, alors c'est amusant parce que là on parlait de quelque chose qui existe, sur lequel on a un vrai retour d'expérience, puisque on l'a dit, ça existe depuis plusieurs années. Là dans la relation client, ce dont je vais vous parler, ce sont pour beaucoup des modules qui n'ont pas encore tous été éprouvés, mais c'est la promesse de quelque chose qui pourrait être très efficace demain. Je vais vous donner des choses sur lesquelles on travaille, mais sur lesquelles je n'ai pas encore de retour d'expérience à proprement parler. C'est notamment tout ce qui est ce qu'on va appeler, souvent vous entendez ce terme d'agent augmenté. Nous, au sein du groupe Les Échos Le Parisien, on gère à peu près 500 000 réclamations chaque année.
Donc sur ces réclamations, évidemment, vous allez avoir différents niveaux d'intervention auprès du client, puisque par définition, un client n'appelle jamais pour le même motif. Il y a des clients que vous aussi, vous allez tenter de retenir, mais il y a des actions de rétention qu'on entend aussi beaucoup. Il y a des actions où on va être plutôt dans le mode cocooning pour écouter le client. Tout ça, pour un agent, donc pour un humain seul, c'est toujours très très compliqué de répéter en permanence toute la journée, toujours le bon discours, à adopter les bons éléments de langage auprès du client, même s'il connaît par cœur toute son argu. L'IA va nous aider immédiatement, je vous donne un exemple très concret, à détecter automatiquement, par exemple, l'émotion, le sentiment qu'on va ressentir dans la voix du client qui appelle. Est-ce que c'est plutôt de la joie? Est-ce que c'est plutôt de la colère? Tout de suite va capter des mots-clés. Donc souvent, un client qui a tendance à être un peu énervé va répéter plusieurs fois des mots-clés. Donc vous avez un nuage de points qui va s'afficher et qui automatiquement va aller piocher dans une bibliothèque sur lequel il y aura différentes fiches argus et que ça va pousser à l'agent. Et en disant, donc sur l'écran de l'agent, l'écran d'ordinateur de l'agent, tout de suite en disant ce que nous avons détecté, c'est que ce client est en colère, il y a toujours ces mots qui reviennent. Voilà les 2-3 propositions qu'on te fait pour répondre correctement à ce client. Donc on est très souvent dans un terme aussi que vous entendez, c'est le next action, c'est quoi faire après, pour éviter que l'agent se retrouve un peu démuni ou utilise toujours un peu les mêmes éléments de langage qui vont conduire à un moment donné à une impasse dans sa relation avec le client. Voilà un cas très concret sur lequel on travaille et qui devrait voir le jour courant 25. Alexandre, c'est quelque chose que vous voyez émaner aussi et est-ce que voilà, vos clients se tournent vers vous pour ce type de solution également? Oui, on va pouvoir en parler. Alors pour répondre à la question, et je crois qu'on l'a souligné tous ici, l'asset de base, c'est la donnée. Effectivement, si on n'a pas l'information, on n'est pas en mesure de capitaliser là-dessus pour répondre à la question aux besoins métiers. Ça, je crois que c'est la réponse à la question. À partir de là, on peut faire beaucoup de choses et finalement répondre à plusieurs besoins métiers. Pour rebondir effectivement sur ce que tu disais à l'instant, nous, on le voit en qualité d'agence de marketing digital, c'est-à-dire toutes ces notions qui sont liées finalement au sens large au market sales, que ça soit en amont, en acquisition digitale, sur... on va dire de la segmentation, de la personnalisation, que ce soit en acquisition, en activation, en rétention, en service client, en tout cas en relation client, sur une logique aussi d'omnicanalité. Tout ça, l'IA va être assez largement en réponse à ces problématiques-là, en fait. Lorsqu'on a dit ça, en fait, c'est si on a de la data et on pose des modèles IA, au-delà de la statistique, d'ailleurs on en parlait, parce qu'il n'y a pas que l'IA, hein, c'est une technique parmi d'autres, et avant tout c'est de la stat et des maths. Et finalement, on va pouvoir répondre à un ensemble, à quasiment tous les enjeux métiers, ou assez largement. Alors sur la logique, nous, ce qu'on observe, alors pour citer quelques use cases, hein, et qui rebondissent sur ce que vous dites, prenons l'exemple de Enedis, qui reçoit 2 millions de mails de réclamation par an. Et bien en fait, les 200 personnes, ils vont être redistribués à la délivrance de leur valeur ajoutée, et en fait on va en garder 20 et les 80% vont être traités par l'IA parce qu'elle va pouvoir classifier en catégorie sous-catégorie, comprendre la tonalité le cas échéant et répondre automatiquement. Et lorsqu'elle n'a pas la réponse, éventuellement la retransférer à un agent, basiquement. J'ai discuté il y a 2 semaines avec le directeur IA et Data Monde de Orange. Eux, ils ont 20 bots déjà déployés en IAGN sur des bases ChatGPT et Gemini et autres pour faire du service client de réclamation, pour même guider des techniciens de manière opérationnelle qui déroulent la fibre, et j'en passe et des meilleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, les usages liés à l'IA, ils sont aussi nombreux que ce que l'on peut imaginer finalement. Je reprends d'autres exemples. La Société Générale, le même combat, c'est comment je vais répondre à 2 millions de mails au 30 de manière complètement automatisée ou largement automatisée. Et mes ETP vont être mises sur la délivrance de leur valeur ajoutée et pas sur des tâches chronophages et sans valeur ajoutée finalement. Bouygues Télécom, c'est pareil. C'est comment je vais faire de la rétention, c'est comment je vais faire la personnalisation en termes de contenu, de prix, d'offres, etc. Je pense à Cdiscount, 15 millions de comptes clients. Aujourd'hui, il y a 10 millions de segments, donc un segment tous les 10 clients. On est vraiment dans une hyper-segmentation et une hyper-personnalisation de ce qui se passe en termes de contenu, de visuel, de produits, que sais-je. Et là, l'IAGN, elle est effectivement extrêmement utile sur toutes ces thématiques-là. Et effectivement, il y a des solutions qui vont répondre au-delà de ça en omnicanal. C'est-à-dire qu'ils vont vous répondre par téléphone, en voice, ils vont vous répondre en chat, ils vont vous répondre sur Facebook, ils vont vous répondre sur WhatsApp, de manière extrêmement efficace.
Pour preuve, c'est que Orange, dans leur premier déploiement, montre les stats qu'en fait la satisfaction client elle est meilleure avec des bots, c'est contre-intuitif, qu'avec des humains. Parce qu'en fait, l'IA va s'adapter en termes de tonalité perçue du client, c'est-à-dire vraiment la partie émotionnelle cette fois-ci, va pouvoir répondre efficacement, sans biais, avec toute l'information nécessaire, etc., etc. Et effectivement, je ne pense pas, et c'est un peu notre clem, nous, c'est rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Les choses évoluent, en fait, on ne peut pas lutter contre le progrès. Et nous, on est assez convaincus que ça va tirer par le haut, et effectivement, juste rediriger les skills vers plus des compétences techniques de cet ordre-là, où effectivement, et nous, on y croit, l'IA est bête, finalement, contrairement à ce qu'on peut croire. L'IA n'est qu'une machine qui comprend globalement même pas ce qu'elle fait, pour faire très simple, pour caricaturer. Donc l'humain reste de toute façon au cœur du sujet, parce que l'intelligence émotionnelle, le métier reste quand même la base de tout, et effectivement l'IA aide, assiste, mais n'est pas une fin en soi, à date en tout cas. Isabelle, chez Unique Héritage, les prochains étages, j'allais dire, c'est je crois autour des abonnés, et notamment de la prédiction des résiliations, je crois. Alors, c'est peut-être Soline qui a travaillé avec Sandrine qui est avec nous. Moi, je m'occupe pas du tout des abonnés, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a travaillé avec l'IA sur la segmentation de la base école. Aujourd'hui, le groupe Unique Héritage Média distribue des magazines, en tout cas des catalogues plutôt dans les écoles pour aller proposer des abonnements aux petits écoliers. Ça, aujourd'hui, on le travaille avec le fichier général des écoles en France. Et ensuite, l'IA nous permet de segmenter les écoles les plus susceptibles de collecter des abonnés auprès de leurs élèves. Donc ça a été un travail qui est mené depuis 2 ans maintenant. On a travaillé aussi sur la qualification de la base abo sur les résiliations et être capable de faire de la prédiction et calculer les churns et les raisons éventuellement de comprendre pourquoi les gens se désabonnent et faire des clusters en fait d'abonnés pour comprendre. Donc voilà, tout ça c'est aidé parce qu'il y a énormément de données, énormément de critères d'âge, de région, de magazines, plein de choses qui interviennent. Et ça, pareil, dès qu'on est sur des données en milliers de lignes, l'humain ne peut pas le faire tout seul. Donc on s'appuie sur des modèles qui nous permettent de mesurer, calculer, prédire toutes ces données-là. Soline, vous me parliez aussi d'autres applications, alors avec Unique Héritage ou d'autres, mais toujours dans les domaines de la presse et d'autres domaines pour lesquels on vient vous voir, y compris en termes éditoriaux. Oui, tout à fait. Donc en effet, je pense que donc là vous avez beaucoup parlé de la personnalisation de la relation client et je pense qu'en effet c'est vraiment des cas d'usage et là donc pas spécifique à la presse, vraiment cross-industrie. Plus spécifique à la presse, on va voir la valorisation du contenu éditorial. Donc ça, je pense que c'est clé pour absolument tous les éditeurs. Donc avant Generative AI, il y avait déjà tous les outils de NLP, Natural Language Processing. Donc c'est des outils qui se basent sur le champ sémantique d'un document et qui permettent de labelliser, de classifier les documents par thématique. Et du coup, une fois que cette base de données elle est classifiée, labellisée, et ben donc elle est utilisable et donc valorisable pour plusieurs cas d'usage. Des cas d'usage en interne pour les journalistes, pour qu'ils puissent aller plus facilement requêter leur propre base de données pour écrire de nouveaux articles. Elle est aussi utilisable pour les régies publicitaires, par exemple. Un contenu qui est bien qualifié, finalement, c'est du contenu qui est disponible pour les régies pour positionner du contenu commercial. Et aussi, c'est aussi la base d'outils de recommandation à destination des lecteurs. Donc voilà, donc plein de cas d'usage qui sont irrigués, on va dire, par une très bonne classification et labellisation du contenu éditorial. Et du coup, je vais enchaîner avec l'avènement des outils d'IA générative, là, depuis 1 an et demi maintenant. On est passé vraiment à l'étape supérieure, parce que finalement, la Gen AI, c'est un petit peu la continuité des outils de NLP. Et donc maintenant, on va un cran plus loin. Vous avez peut-être entendu parler de l'outil Spinoza
qui est un outil qu'on a développé à destination des journalistes, qui a été développé par RSF, je crois, sur les fonds du ministère de la Culture, et qui permet à tous les journalistes de poser des questions sur le changement climatique, donc les questions et les réponses vont se sourcer sur plusieurs bases de données, les données scientifiques qui sont les données du GIEC, les données réglementaires qui vont être la loi France climat, des données de presse aussi, puisque finalement tous les éditeurs qui font partie de ce réseau ont contribué pour nourrir cette base de données presse de leur propre contenu éditorial, et donc finalement mise à disposition de l'ensemble des journalistes. Et maintenant on a donc un outil qui peut répondre aux questions sur le changement climatique, sourcé de plein de sources de données différentes, avec une synthèse à la fin, voilà, qui du coup est multidimensionnelle. Merci. Marc, les étages, on va dire 2, 3, 10 de la fusée, Nitro ou solution suivante, qu'est-ce que c'est? Quels sont les futurs besoins qui émanent de vos clients éditeurs de presse? Peut-être juste avant ça, je voulais revenir sur la notion de est-ce que l'IA est bête. Je pense qu'il y a en particulier il y a deux zones d'inconfort, mais qui sont aussi inconfortables pour un humain finalement. C'est quand on essaie de demander à la machine quelque chose dont elle ne peut avoir la moindre idée parce qu'on ne l'informe pas en amont, en entrée, de la bonne information nécessaire à cette prise de décision. Donc si je ne dis pas à une machine, par exemple, pour reprendre le cas du réglage, si je ne dis pas à une machine qui a un plus produit, que c'est un numéro spécial, qui a un marronnier, quoi que ce soit, si simplement je lui donne une série de chiffres et que je ne dis pas le prochain numéro, il se passe quelque chose, il ne faut pas compter sur la machine pour l'anticiper, le deviner, l'inférer d'une manière ou d'une autre. Donc, et c'est souvent un peu le piège, c'est d'imaginer qu'on va mettre une benne de données, on va la sous-peser, on va se dire tiens j'en ai mis beaucoup, et comme il y en a beaucoup ça suffit. Bon, en fait ça ne marche pas trop. Il faut essayer de se mettre à sa place, 2 secondes, et se dire est-ce que je lui ai laissé la moindre chance de deviner qu'il allait se passer quelque chose. Et à ce moment-là, si c'est le cas, je peux compter sur elle pour imaginer, détecter qu'il y a eu un pattern, que telle cause avait eu tels effets, et que donc dans une situation plus ou moins similaire, elle devrait être en mesure de se projeter et de répéter ce qu'elle a déjà observé. Donc ça, c'est hyper important. La deuxième zone d'inconfort, c'est de compter sur la machine pour traiter les cas un peu extrêmes ou aberrants. Si vous demandez à une machine combien il faut tirer pour l'équipe le lendemain de la Coupe du Monde, la finale, si vous demandez à une machine le tirage le lendemain de l'incendie de Notre-Dame, je me souviens, c'est un cas concret qu'on a vécu, bon, ben forcément, c'est pas la peine, quoi. Là, d'un point de vue académique, il a été démontré que la meilleure solution, c'est vous mettez 10 experts dans une salle, autour d'une table, et vous faites la moyenne de l'espérance de chacun des experts. Ça marche beaucoup mieux. Et vous serez beaucoup plus proche de la réalité et la machine sera toujours à côté de la plaque. Il ne faut même pas la considérer dans le panel. Donc, une fois que j'ai dit ça, en termes de... alors, juste pour finir sur des cas qui sont, on va dire, un peu plus matures, et pour rebondir sur ce que vous disiez en introduction, je mets très bien d'un côté, si on parle de la cycle du hype, vous voyez un peu, à chaque fois on parle de technologie plus ou moins mature, tout en haut aujourd'hui de la hype, on a encore tout ce qui est IA générative. Ce qui arrive à maturité et qui trouve aujourd'hui sa place d'un point de vue opérationnel, c'est ce qui va s'appuyer sur des technologies qui certes ont quelques dizaines d'années, qui aujourd'hui sont capables d'être mises en production avec le recul, les moyens, les coûts d'accès à cette technologie qui ont baissé. Et tout ça, ça va tourner autour de la capacité à classifier, à catégoriser proprement, et à faire des régressions, à se projeter, à poser un nombre, à faire du pricing. Donc ces cas d'usage-là, ils existent. Quand on parle du réglage, c'est un peu sur lequel on pense dès qu'on parle d'un sujet un peu physique, mais attaché à celui-ci, par exemple, je sais que nous, sur Nitro, au début, et c'est le cas des éditeurs de presse national, ils travaillent leur réseau. Bon, on se pose la question combien pour les points de vente que je connais. C'est un peu plus compliqué, et c'est une autre question, et d'un point de vue algorithmique, c'est un autre sujet d'être capable de se dire quel est le potentiel d'un point de vente dans lequel je ne suis jamais allé. Et donc ce scoring de potentiel, par exemple, il est très vrai pour la presse magazine, où sans cesse on doit renouveler sa propre assiette de distribution. Ça, c'est des sujets qui sont inspirés du retail, où depuis toujours, en fait, on essaye d'implanter, on essaye d'aller élargir sa base, d'aller détecter où est-ce que, finalement, j'ai des ressources limitées, et je dois essayer d'aller maximiser mon chiffre d'affaires et d'aller trouver les bons potentiels. Et ça, il faut aller chercher de la donnée qui n'est pas forcément nécessaire pour du réglage, mais d'aller caractériser l'environnement proche d'un point de vente, les données de flux, les données socio-démo, tout ce qui va permettre de dire
ces points de vente-là ont un environnement propice qui ressemble à d'autres points de vente qui, eux, par ailleurs, se trouvent plutôt bien marchés. Donc, par similarité, le moteur va être capable d'aider. Et donc, c'est des sources de gains potentiels qu'on ne serait pas allé chercher naturellement. Un cran au-dessus, c'est aussi d'être capable d'aller travailler sur une notion d'assortiment. Parce que le propre, c'est un autre sujet complémentaire, un peu adhérent, mais qu'il faut embarquer là-dedans. Mais souvent, le réflexe, c'est de se dire, moi j'ai mon titre, ce qui se passe à côté, je m'en fous. Je travaille un peu dans une ligne d'eau. Vous voyez, chacun est dans une piscine, on a sa ligne d'eau, on nage. Mais on ne fait pas attention à ce qui se passe à droite et à gauche. Et il existe pourtant pas mal d'effets de cannibalisation, ou au contraire, des opportunités à les tirer. Et d'essayer d'identifier quelles sont les bonnes combinatoires et comment des titres entre eux formulent des grappes qui ont un potentiel commun. Et ça, c'est un sujet aussi qui est intéressant, qui est un peu plus complexe, qui pose d'autres questions en termes d'accès à la donnée, où le distributeur en général est un peu clé parce que c'est lui qui a toutes les données et l'éditeur en tant que tel est parfois un peu limité dans sa capacité à aller chercher toute la donnée dont il pourrait avoir besoin à un niveau très granulaire, justement pour aller tirer ces passerelles entre son propre portefeuille et puis tous les portefeuilles dont il considère qu'ils sont pertinents et potentiellement concurrents du sien. Donc ça, c'est pour tout un tas de sujets. Si on parle un peu aussi, au-delà de la vente au numéro 1, on a fait avec le groupe Le Parisien, on a passé en production le mois dernier un nouvel asset, on va dire un nouvel outil qui est en production et qui permet d'aller se positionner, de reconstruire le portefeuille abonné mois après mois sur les 18 prochains mois. Donc chaque mois, on réévalue sur les 35 offres quel va être le potentiel projeté de toutes les offres du groupe. Et c'est pas simplement, et là c'est important, je pense, ça remet aussi complètement l'humain dans la boucle. C'est pas simplement dire, il y a un bout de code développé par des data scientists qu'on va mettre quelque part sur un serveur, on appuie sur un bouton, ça sort. C'est que pour construire ces estimations-là, il y a 200 inducteurs. La plupart vont être projetés, régressés par la machine. D'autres vont être complètement à la main. Et l'idée, là, c'est de construire quelque chose qui va être complètement automatisé. Je vais aller chercher une quinzaine, une vingtaine de sources. Tout ça va être pré-mâché. Tous les inducteurs sur lesquels on pense que la machine elle est très très capable d'aller projeter ça sur les prochains mois, elle le fait. Et puis pour les autres, elle propose une estimation qui est retravaillée, validée par l'opérationnel. Et tout ça dans une interface qui fait que ce qui prenait objectivement plusieurs jours hommes en termes de production de cette estimation, voire plusieurs dizaines de jours hommes, on arrive vraiment à avoir quelque chose où on se projette directement dans l'échange, la validation et l'identification des plans d'action qui permettent d'aller chercher du potentiel, et pas tant dans la production d'un estimé qui est lui-même soumis à tout un tas de contraintes opérationnelles. Donc ça, c'est des cas d'usage qui, à mon sens, sont très opérationnels. Et puis l'étape d'après, c'est ce que vous avez évoqué, autour de tout ce qui est IA générative. Et je suis complètement d'accord, il y a un vrai potentiel. Moi, je le vois surtout sur des gains de productivité. Je me méfie un peu de l'illusion qu'on pourrait avoir d'un remplacement programmé d'une force éditoriale par une machine capable elle-même de formuler, de synthétiser et poser un point de vue éditorial sur une actualité particulière. Ça, j'y crois pas trop. Il y a quand même pas mal déjà de retours en arrière aux États-Unis. On se pose quand même beaucoup de questions et laisser la machine hors de contrôle, j'ai un peu l'impression que c'est suicidaire, en tout cas aujourd'hui, même avec les technologies les plus avancées. En revanche, en termes de productivité, mettre de côté des outils qui ne sont que des outils et qui vont vous permettre d'aller tout simplement retranscrire un échange, une interview très rapidement, la synthétiser, vous permettre de la traduire. Je ne sais pas, quand Le Monde a produit une version en anglais, ils n'ont pas mis une armée de linguistes pour traduire ça. Ils le disent, ils l'expliquent, c'est grâce aux nouvelles technologies qui leur permettent de retraduire ça avec derrière une relecture. Mais donc, dans cette perspective-là, et même pour la production des déclinaisons d'un même contenu, que ce soit à l'écrit sur différents supports ou dans ces versions audio ou vidéo, les exemples plus nuls de rédaction qui ont su s'appuyer sur à chaque fois des composants, des outils qui à chacune des étapes permettent de gagner un peu de temps et de recentrer le journaliste sur ce qu'il aime faire le plus. C'est d'aller chercher l'information, de la valider et la synthétiser, plus que d'aller passer des heures au carré pour aller décliner ça sous tous les formats et faire de la relecture et de la validation, de la correction orthographique par exemple. Merci beaucoup. Il reste une dizaine de minutes dans notre session. Je vous propose, sauf si vous avez peut-être encore quelque chose à ajouter, mais sinon je vous propose qu'on prenne peut-être quelques questions de la salle, s'il y en a, ou un petit échange avec la salle. Merci. Bonjour.
J'ai une question par rapport à votre outil de réglage de la vente au numéro. Est-ce que votre outil vous permet d'échapper aux règles de la profession que sont les mises à zéro et le plafonnement, puisqu'on est sur de l'IA? Et comment faites-vous pour intégrer les règles d'assortiment qui font partie de notre écosystème de distribution? Voilà, ce sont mes deux questions. Merci. Alors, comme tu es IPG, je pense que tu es moins concerné que moi. Donc, en fait, aujourd'hui, les réglages qui sont proposés, hein, Soline le disait, on a 3 réglages à disposition. Ces réglages, ils arrivent dans une plateforme qu'on appelle Athenia, on les récupère et ensuite on les met dans l'outil des messageries. Donc, en l'occurrence, moi, je le mets dans l'outil Irispace de MLP. Et derrière se calculent les règles de la profession. Donc, sur l'assortiment, on repasse à la moulinette, mais en même temps, on ne peut pas faire autrement, puisque soit on a le droit d'aller dans le point de vente, soit on n'a pas le droit d'y aller. Si on voit qu'on a du potentiel, c'est là où le temps qu'on a dégagé, on va se permettre de téléphoner ou de faire un échange avec le marchand de presse ou avec le dépositaire pour comprendre pourquoi il refuse le titre à partir du moment où nous, on voit qu'il y a du potentiel. Et ensuite, pour tout ce qui est plafonnement, il se trouve qu'aujourd'hui, l'outil, en fait, en tout cas quand on est sur l'optimisation de la rentabilité et de l'optimisation du fourni, en général, je dis bien en général, l'outil est moins 10 ans même que plafonnement. Donc en fait, la règle de plafonnement ne nous impacte pas tellement. Mais ce ne sont pas des règles qu'on a voulu mettre dans l'outil, parce que pour nous, l'outil, il ne doit pas avoir la contrainte des règles interprofessionnelles. En revanche, derrière, quand on le passe dans l'outil messagerie, là, ça applique les règles, et après, à nous, alors le plafonnement, on ne peut pas y faire grand-chose, hein, c'est un calcul, mais par contre, sur l'assortiment, on dégage du temps pour négocier, argumenter, et trouver des solutions, quand on le peut, pour maintenir le titre en place dans le point de vente. Thank you. Thank you very much for the presentation. Rama Sofia Rajdi, United States Press Agency. Je vais parler en français. Je suis correspondante ici à Paris, Élysée Matignon. Pour les contenus des journalistes avec le AI, pour revenir sur ce qu'a dit monsieur, comment est-ce que vous devez indiquer à chaque fois que c'est powered with AI? Et est-ce que vous apprenez le AI à how do you say, adjust to your signature? C'est-à-dire qu'à la fin, quand on va lire un article, on saura que c'est bien l'article de tel ou tel journaliste par le signature. Est-ce que le AI, so far, la générative, elle s'adjuste à ça? Thank you. Je pense que c'est une bonne question. Aujourd'hui, je dirais que quand on demande à la Gen AI, on peut demander plein de choses, hein, du texte, du son, de la vidéo, des images. De mon point de vue, quand on demande aujourd'hui de l'image, de la vidéo, on arrive tous là, plus ou moins, à détecter que c'est de Gen AI. Hein, c'est un peu particulier, ça sent le fake assez rapidement. Sur du texte, c'est quand même plus compliqué, quoi. Mis à part le fait qu'on puisse tomber sur des fake news, des choses qui sont complètement faux, et ça, on a tous fait l'expérience. Hein, on prend quelque chose, la réponse est complètement côté de la plaque. Mais dans la manière dont c'est formulé, c'est pas facile, quoi. Si en tant que journaliste, j'ai écrit un papier 500 signés, et puis je demande à la machine de le faire en 250, c'est assez peu probable qu'on puisse les uns et les autres faire la part des choses entre ce que c'est la machine et ce que n'est pas la machine. Moi, je crois vachement à des initiatives que la plupart des rédactions mettent en place, comme Le Monde aussi, par exemple, hein, où il y a une charte, finalement, et chacun s'engage. Et je pense qu'il y a un énorme enjeu en tant que rédaction à apparaître au milieu d'un océan d'informations aujourd'hui, informations qui sont plus ou moins vraies, à apparaître comme des îlots de vérité, en tout cas des îlots qui sont le plus proches possible de la vérité. Je pense qu'il y a un enjeu monstrueux là-dessus, et la contrepartie associée à ça, c'est que la rédaction doit s'engager à être explicitement, utiliser ça avec parcimonie, et dès lors qu'elle le fait, à le mentionner explicitement. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté en tant que journaliste, dès lors que je fais appel à une technologie Gen AI et que j'ai complété mon contenu par un apport quelconque, il faut le mentionner explicitement pour éviter tout malentendu. Et de cette manière-là, je pense qu'on est capable de créer et de valider ce lien-là, cet attachement à la marque, à son contenu et à ce qu'elle représente,
et à mieux faire la part des choses entre ce qui est le tout venant, qu'on trouve un peu partout sur les réseaux et qui sont bien trop souvent plus proches du mensonge que de la réalité, et le média, lui, reprend toute sa place, toute sa valeur, et justement parce qu'il fait l'effort. Ça ne veut pas dire que dans cette production de l'information, il ne se fait pas aider. Retranscrire, encore une fois, corriger, synthétiser, tout ça, ça peut se faire avec des outils. Et ça doit se faire avec des outils. Pour compléter ce que tu dis, nous on est exposés à produire des campagnes en fait en IAGN pour des secteurs divers et variés. Là, on a signé une grosse campagne mondiale pour TUI, qui est un groupe de travel qu'on connaît tous avec les marques en tout cas qu'il y a derrière. Je mets au défi quiconque ici dans la salle de trouver toutes nos campagnes sont produites par l'IA à la base, étant d'ailleurs en visuel qu'en vidéo. Donc ça, c'est un sujet qui se pose plus vraiment. Il y a un photoréalisme. Enfin, hier, j'étais avec Fleury Michon, je les ai tous fait tomber de leur chaise. Quand j'aurais montré la première thèse qu'on a fait en une demi-journée, on a produit 40 visuels avec un niveau de justesse, tant en termes de craft, de photos, d'angle, enfin bon, voilà. Et sans compter que l'IA apprend aussi de ce qui est produit comme existant. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est à nuancer, nous on en produit beaucoup. Après, sur la logique de... si j'ose dire, de copyright, en tout cas de mention. Nous, on est obligé, d'ailleurs, on conseille nos clients de signer leur campagne comme elles l'ont fait à l'époque avec photos retouchées, photos générées par l'IA, en fait. Et ça devient aujourd'hui une chose assez commune en termes d'usage. Sur l'approche rédactionnelle, alors effectivement, quand on parle d'une approche très journalistique, avec un angle éditorial, effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que l'IA a vite ses limites, en fait, parce qu'elle n'a pas encore cette intelligence émotionnelle, cette capacité journalistique. Quoique. En tout cas, sur tout ce qui est copywriting, d'un point de vue plus publicitaire, je dirais, on en parlait, mais les thématiques d'acquisition, d'activation, donc tout ce qui est marketing relationnel, etc., la relation client, c'est Discount, Showroom Privé, Enedis, Bouygues Télécom, j'en passe, et des meilleurs aujourd'hui. Ils personnalisent et ils automatisent l'intégralité de ce qui se passe, y compris les contenus, les claims, le copywriting. Alors on est bien loin, et là je te rejoins, d'une approche journalistique avec un article profond. Mais en tout cas, là, le rédactionnel, il est produit parfois à la volée, modulo des guidelines, et effectivement l'IAGN à les personnaliser, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ça produit du rédactionnel. Et là, pour le coup, c'est pas nécessairement, d'ailleurs... affiché comme tel. C'est-à-dire que personne ne va vous dire que votre emailing marketing il est produit par l'IA, alors que ça sera de plus en plus le cas, et c'est déjà le cas pour un certain nombre d'entre eux. Ouais, il n'y a rien qui peut vous garantir qu'une information n'a pas été traitée par l'IA, si ce n'est la mention traitée par l'IA. Et la seule chose qui peut vous garantir, en tout cas se rapprocher le plus proche de ça, c'est les chartes que les grands groupes médias vont signer avec leur rédaction. C'est le cas pour le groupe Les Échos, Le Parisien, mais c'est le cas d'ailleurs pour toutes les grandes maisons, tous les grands médias. Voilà, absolument, absolument. Donc c'est vraiment ce type de charte qui peut être le bouclier contre les dérives qu'on a tous en tête. Beaucoup de choses très intelligentes ont été dites, donc je vais juste terminer là-dessus. Je pense que ça dépend du cas d'usage. Et donc là, on a mentionné plusieurs cas d'usage différents, mais le passage à l'échelle, notamment dans la production de contenu marketing digital, finalement, ce type d'IA générative est quand même clé pour supporter ce passage à l'échelle. Donc ça, c'est un cas d'usage qui, je pense, est très particulier. Quand on parle plutôt de contenu éditorial de qualité, là, on est plus sur un sujet éthique. Et en fait, voilà. Donc on parle de charte, on parle d'éthique, et voilà. Et après, ce sera à chaque groupe de décider quelle éthique ils veulent suivre pour ce contenu éditorial. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question ? Non. Ok. Bah écoutez, il est donc temps de conclure. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.